on doit être prêt à sacrifier la vie de ses enfants. Il y a également parlé de l'économie, qu'il faut souffrir, parce qu'on ne peut pas permettre que la Russie gagne. Je ne sais pas d'où viennent ces chefs militaires, dans quelles universités ils sont formés, mais probablement ils veulent jouer le jeu de leur dirigeant actuel, M. Macron. Quand un ministre des Affaires étrangères affirme que des dirigeants européens parlent ouvertement de sacrifier leurs enfants, ce n'est plus une polémique, c'est un signal politique majeur. Et la vraie question n'est pas de savoir si ces propos choquent. La vraie question c'est, pourquoi ce discours devient-il possible aujourd'hui en Europe ? Depuis plusieurs mois, en France, un récit s'impose. La Russie serait l'ennemi, la guerre serait inévitable, et l'économie devrait suivre, quoi qu'il en coûte. Dans cette interview, Sergueï Lavrov répond point par point à ce narratif dominant. Il revient sur les accusations de guerre contre la France, l'origine réelle du conflit ukrainien et surtout sur les choix stratégiques faits par les élites européennes. Que la Russie a déclaré la France ennemie, à mon avis, c'est juste le contraire. La France a longtemps traité la Russie malhonnêtement, notamment... Ce qui est dit, ce qui est sous-entendu, et ce que cela implique concrètement pour l'Europe, pour la France et pour l'économie mondiale. Parce qu'en géopolitique, les mots précèdent toujours les ruptures. En avril 2022, a simplement interdit à Zelensky de signer le document qui avait déjà été paraphé, qui était fondé sur les principes de règlement proposés par les Ukrainiens eux-mêmes. Voilà donc le rôle de la Grande-Bretagne, elle s'est manifestée ainsi. Les Britanniques aiment manipuler l'Europe, tout comme les États-Unis. Mais le fait que tout le processus de sanctions, qui n'a pas été lancé par Donald Trump, même s'il avait également imposé des sanctions contre la Russie pour les affaires ukrainiennes, ou sous le prétexte des affaires ukrainiennes dans son premier mandat, mais elles ont été imposées massivement déjà sous Biden, et les Européens, en matière de sanctions, sont en avance sur tous les autres. Puis sont apparus des droits de douane et les tarifs et le fait que l'économie mondiale n'est plus tout d'abord mondialisée parce que tous les principes et règles de la mondialisation que les États-Unis et leurs alliés appliquent depuis des décennies dans les institutions mondiales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, aucune de ces institutions ne remplit maintenant leurs fonctions. Leurs principes fondamentaux, pour ainsi dire, sur lesquels ils se fondent, ont été violés depuis longtemps, car la composition des organes directeurs, la répartition des voix, ne reflètent en rien la situation réelle de l'économie mondiale, l'équilibre réel des pouvoirs, les principes de la concurrence loyale, les méthodes du marché pour déterminer, pour ainsi dire, le meilleur, l'inviolabilité de la propriété privée. Tout est tombé dans l'oubli. Je me souviens, il y a de nombreuses années, quand le dollar a cessé d'être attaché à l'étalon d'or, et sous Nixon c'était, et quand les Américains ont dit « Ne vous inquiétez pas, le dollar est l'unité la plus fiable qui n'est pas la propriété américaine ». Ce que décrit Lavrov ici, ce n'est pas une alliance, c'est une chaîne de dépendance. Kiev dépend de Londres, Bruxelles dépend de Washington, et personne ne contrôle vraiment l'escalade. Américaine. C'est le bien de toute l'humanité. Le dollar appartient à l'humanité, sert les intérêts de tous et le sera toujours. Voilà, c'est le passé. Une autre époque est arrivée. Donc, bien sûr, nous assistons tous à quelque chose de proche du chaos dans le commerce international, dans l'investissement international. Et il n'est pas nécessaire que les actions des États-Unis ne visent qu'à soumettre l'Europe. Mais tirer un profit partout, sous toutes les conditions et avec des bénéfices. Les 8 guerres que Donald Trump a arrêtées, et nous apprécions vraiment son désir de ne pas commencer les guerres, comme beaucoup de ses prédécesseurs l'ont fait, mais de les arrêter. Toutes ces 8 guerres ont vraiment été gelées pendant un moment. L'armistice a été déclaré
au Moyen-Orient, et entre le Pakistan et l'Afghanistan, entre le Cambodge et la Thaïlande, la République démocratique du Congo, le Rwanda. Oui, il y avait des cessez-le-feu presque partout, mais ces initiatives ne traitaient pas les causes profondes. Et maintenant, les problèmes à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, entre le Pakistan et l'Afghanistan, ont recommencé. Et tout n'est pas si rose, pour le dire légèrement, sur la direction palestino-israélienne. Par conséquent, le désir d'arrêter immédiatement l'effusion de sang mérite tous les encouragements, mais bien sûr, pour régler cela à long terme, nous avons besoin d'initiatives beaucoup plus laborieuses et patientes. Vous savez, vous parlez de la propagande. Notre entretien d'aujourd'hui sera traité aussi de propagande. En France, depuis plusieurs mois, je le répète, les médias disent que la Russie mène des cyberattaques sur le territoire des pays occidentaux, y compris la France. De nombreux sites alternatifs émergent. Vous communiquez souvent avec des journalistes du monde entier. Nous voyons qu'il est difficile pour les petits médias de percer sur ce marché. Cette guerre d'information est une sorte de guerre mondiale. Qui domine cette guerre? Qui va gagner? Non, qui la domine maintenant? Qui va gagner, si vous connaissez la réponse? Selon ce que l'on entend par domination si quantitative, puis purement arithmétique, bien sûr, les réseaux mondiaux sont remplis d'une quantité énorme de médias qui sont créés aux États-Unis, en Grande-Bretagne, avec de l'argent des États-Unis et de la Grande-Bretagne. En Europe, avec l'argent européen à l'étranger, beaucoup de branches. Bien sûr, quantitativement, il est très difficile de comparer ici, mais le fait que des ressources telles que RT et Sputnik occupent les postes les plus avancés en termes de fréquentation suggère qu'il y a un autre indicateur, un autre critère, à savoir comment l'utilisateur fait confiance à la source. Et à cet égard, bien sûr, RT et Sputnik, ils ont une réputation très sérieuse. Ils n'aiment pas ça parce qu'ils disent la vérité. Vous savez, il n'y a rien à voir avec la guerre. La guerre que l'Occident a déclenchée contre nous par les mains du régime ukrainien, y organisant un coup d'État, pompant son opposition bien avant ce coup d'État, Victoria Nuland a rappelé qu'ils avaient investi 5 milliards de dollars dans les préparatifs de ce coup d'État. Bien avant cela, je me souviens, à mon avis, en 2019, Poutine et Macron se sont rencontrés à Brégançon, dans la résidence estivale des présidents de la République. Et il y a eu de vastes discussions, puis un dîner, des discussions informelles entre ministres, entre présidents. Et là, la question s'est posée, pourquoi RT et Sputnik étaient privés d'accréditation au palais de l'Élysée. Ensuite, nos interlocuteurs français n'ont pas commenté en détail, puis, lors d'une conférence de presse à Paris, après le sommet de Brégançon, ont demandé au porte-parole de Macron pourquoi RT et Sputnik se sont vus refuser l'accréditation dès le début. La réponse était très simple, parce que ce n'est pas un média, c'est un moyen de propagande. Récemment, il y a eu une journée pour lutter contre le harcèlement des journalistes, une journée internationale pour lutter contre l'impunité des crimes contre les journalistes. Et tristement célèbre Kaja Kallas, au nom de l'Union européenne,
a fait une déclaration si pompeuse que la liberté d'expression était le fondement de l'Union européenne, et ainsi de suite. Eh bien, je pense que tous ceux qui suivent les actions de l'Union européenne en matière de la liberté d'expression, la liberté des médias, savent parfaitement que c'est un mensonge. La RT et Sputnik en France sont des exemples que je voudrais souligner une fois de plus. Ils appartiennent à une période bien avant le début d'une opération militaire spéciale. Et après le début d'une opération militaire spéciale, comme ils disent, ils ont fait des efforts pour empêcher nos médias d'atteindre leur grand public. Donc, comme on dit, ce n'est pas la quantité qui compte, mais qualité. Dans ce cas, la qualité de nos journalistes étrangers et leur professionnalisme, et les journalistes occidentaux qui travaillent pour la RT, pour Sputnik, ils le font, je crois, non pas parce qu'ils veulent que la Russie soit la plus importante, et non parce qu'ils sont probablement bien payés, mais parce qu'ils sont des professionnels, et ils ont honte quand eux, les professionnels, sont obligés de mentir dans les médias et depuis les écrans. Vous vous êtes souvenu de la rencontre entre M. Macron et M. Poutine en 2019. Le dialogue franco-russe a été établi il y a 20 ans. Nous avons célébré notre 20e anniversaire l'année dernière. Notre plateforme a été créée par M. Chirac et M. Poutine. Elle a donné un élan aux relations bilatérales à l'époque. Les Français, ceux qui nous regardent, qui se soucient de ce qui se passe, ont eu le dernier souvenir de ces relations. Une longue table entre Macron et Poutine à la veille des tristes événements. Tout le monde en a parlé pendant un certain temps. On ne reviendra plus jamais à la relation normale? Une longue table pleine de nourriture? Non, elle était vide. Mais c'était après le début d'une opération militaire spéciale. Mais c'était avant. Je pense que c'était en janvier 2022. Non, c'était avant. Avant. Bien sûr. Mais malheureusement, c'est la dernière fois. C'était en pleine pandémie. Vous savez, ce n'est pas comme si c'était difficile pour moi de commenter. Je ne veux même pas commenter parce qu'on nous dit constamment que vous avez trahi certains idéaux européens. Toutes les preuves suggèrent que ce sont eux qui ont trahi leurs idéaux. Tout ce qui a été enregistré dans la même organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. D'ailleurs, la Charte de Paris de 1990 pour une nouvelle Europe, à laquelle nous essayons encore d'être fidèles dans nos actions, considérant qu'elle est d'actualité, considérant les principes convenus à l'époque comme équitables, mettant l'accent sur un travail commun égal, mais les hôtes de ce sommet, les Français, ainsi que de nombreux autres membres de l'Union européenne et de l'OTAN, ignorent ce document, y compris la liberté des médias. L'Union soviétique au bout de souffle, tout le monde essaie de charmer Mikhaïl Gorbatchev, tout le monde essaie de préparer l'avenir. Quelqu'un a probablement pensé que l'Union soviétique allait s'effondrer, et même selon les documents d'archives, certains ont pensé que la Russie devenait un peu plus petite. Et puis à Paris, entre autres, le document de haut niveau de l'OSCE sur l'accès à l'information a été adopté, où il a été simplement déclaré catégoriquement chaque membre de l'OSCE est tenu d'assurer le libre accès à l'information, dont les sources sont à la fois à l'intérieur de l'État concerné et en dehors de celui-ci. Il ne peut y avoir aucune restriction. Je n'ai donc aucune illusion sur les gens qui dirigent maintenant l'Occident. Personne, j'ai mentionné, à l'exception de Viktor Orban, Fico, maintenant Babiš est venu au poste de chef du gouvernement en République tchèque. Ce sont des gens pragmatiques, ils ne sont pas pro-russes, ils sont simplement pro-hongrois, pro-slovaques, tchèques, et pensent à leurs citoyens. Ils ne veulent pas appeler leurs citoyens à sacrifier leurs enfants pour soutenir le régime nazi de Kiev. Et quand mon ancien collègue Alexander Stubb était ministre des Affaires étrangères en Finlande, étant devenu président, et naturellement ayant joué au golf avec Donald Trump, se positionne maintenant comme un expert en tout, se prononce ouvertement d'une manière russophobe,
Vous voyez, après tout, de longues décennies de neutralité de la Finlande, ils n'ont pas noyé les germes qui, en général, prennent leurs racines dans le passé nazi de l'État finlandais, quand ils, avec Hitler, ont occupé l'Union soviétique, organisé le blocus de Leningrad, ont été impliqués dans des atrocités, dans le nettoyage ethnique. J'ai souvent visité des villes frontalières en Finlande où des réunions du Conseil de l'Arctique ont eu lieu. Citoyens, les habitants des territoires frontaliers, ils n'avaient pas de visa, pouvaient aller séjourner chez les voisins, organiser des festivals de cinéma, de chant et de danse, en famille, comme on disait, et toute Chéa a été annulée d'un seul coup. Je ne parle pas des dommages économiques, des dommages aux relations humaines. Quand la frontière a été fermée, quand la frontière est investie d'infrastructures de l'OTAN. Mais l'idéologie russophobe rappelle que nous avions volé quelque chose à la Finlande, ce qui signifie que le régime nationaliste, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, a refusé de prendre en compte l'intérêt légitime de la Russie pour la sécurité quand il était possible de se rendre à Saint-Pétersbourg en une journée dans une unité militaire. Et tout ça est sorti d'Alexander Stubb. C'est le code génétique, cette mémoire qu'ils veulent toujours garder la Russie sous contrôle. Comment ils l'imaginent, je ne sais pas. Cependant, même récemment, il a dit qu'il devrait parler à la Russie un jour. Il y a des moments d'éclaircissement, mais quand ils seront prêts à parler, nous penserons de quoi parler. Laisse-les nous le dire. S'ils comptent sur ce qu'ils disent, nous sommes prêts à nous asseoir avec la Russie. On court ? Pas du tout. Nous voulons savoir avec quoi ils sont prêts à entrer en contact. Et ensuite, nous décidons. Il y a des actions militaires en Ukraine. Il y a un paradoxe. Vous venez de dire que le front bouge, la Russie domine le front. Certains résultats sont très difficiles à cacher, mais pour les grands pays occidentaux, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, c'est comme si ces résultats n'existaient pas. Lundi cette semaine, M. Zelensky, pour la 9e fois, déjà est venu à Paris. Avec Emmanuel Macron, ils ont signé une lettre d'intention pour l'achat futur d'une centaine d'avions Rafale. Qui va payer cette commande ? C'est probablement une question pour les contribuables français. Et ma question est, quelle est la stratégie de la France dès le début ? De la Grande-Bretagne et l'Allemagne aussi. On donne de l'argent en Ukraine. Nous croyons en la victoire de l'Ukraine. Je ne peux pas commenter cette situation du point de vue du bon sens. Il y a 100 rafales, c'est ça ? Jusqu'à 100. Jusqu'à 100. Keir Starmer et Zelensky ont signé un contrat pour 100 ans. Ils aiment le chiffre 100. Ils ont volé 100 millions récemment. Il est seulement devenu clair que 100 millions de dollars supplémentaires ont été dépensés pour des pots de vin à des fonctionnaires corrompus. Peut-être quelqu'un de la bureaucratie bruxelloise, des pays qui pompent de l'argent vers l'Ukraine, expliquant à leurs contribuables qu'ils doivent souffrir. Il peut également y avoir des bénéficiaires, je n'exclus rien. Mais les raisons pour lesquelles cette russophobie s'est installée dans leur cœur, je ne peux pas les analyser. La seule chose qui est probablement vraie est que tout leur sourire, tout leur câlin, qui était présent par rapport aux représentants russes avant la crise ukrainienne, que tout cela était un jeu, qu'ils ont imposé ce genre de bienveillance sur eux-mêmes, mais en fait toujours souhaité du mal et les ennuis de la Russie. Et le fait qu'ils prédisent à présent l'effondrement de notre économie, que notre peuple s'élèvera avec des fourches et renversera tout le monde, cela montre une fois de plus que l'Europe, après tout, prouve une fois de plus sa réputation. La réputation gagnée pendant 500, probablement années, lorsque toutes les catastrophes majeures proviennent de ce groupe de pays. Mais les deux guerres mondiales ont commencé en Europe
à cause des ambitions de différents dirigeants européens. Malheureusement, ce code historique ne disparaît pas et l'agressivité avec l'accent russophobe continue d'exister en Europe. Ces dernières années, on a la tendance à faire taire et à diminuer le rôle de l'Union soviétique dans la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Vous parlez de Kaja Kallas. Elle a dit que c'était une grande surprise pour elle que l'Union soviétique et la Chine avaient apporté la principale contribution à la victoire. Je l'ai lu, oui. La question est que la jeune génération, d'ici 20 ans en Occident, ne saura absolument rien de cette guerre. Peu de gens savent quelque chose maintenant. Comment rappeler au monde ce qui s'est réellement passé? Elle n'est pas seule, Kaja Kallas. Bien sûr, elle ne semble pas être une excellente élève, y compris dans les disciplines historiques. Mais quand elle dit que la Russie et la Chine prétendent qu'ils ont gagné la Seconde Guerre mondiale et vaincu le nazisme, elle dit quelque chose de nouveau. L'histoire doit être connue. Et sa collègue estonienne, ministre des Affaires étrangères, je ne me souviens pas de son nom, a dit que l'Union soviétique a commencé la Seconde Guerre mondiale, occupé la moitié du monde, déporté tout le monde dans les territoires qu'elle occupait. Il a dit ça en l'absence de manuel, je crois. Peut-être que les jeunes d'Estonie reçoivent la même information. C'est comme ça que les gens sont élevés. Mais pour ce qui est de la contribution réelle, il y a eu une conférence de réparation en février 1945. Il a été cité des statistiques basées sur l'analyse des combats et des opérations militaires. Il en découle que l'Allemagne a mis au minimum 10 fois plus de jours d'activité militaire sur le front soviétique que sur l'ensemble de tous les autres fronts. Et ils ont dit que les statistiques y ont été données sur la base d'une analyse des batailles et des hostilités de l'Allemagne sur le front soviétique. Le fait que 4 fois et demi plus de chars ont été détruits, 75% des avions, des chars et des avions allemands sur le front soviétique. Et il existe des statistiques selon lesquelles l'Union soviétique représentait 75% de tous les efforts militaires de la coalition anti-Hitler. Il est clair que c'est un rôle crucial. Les peuples de l'Union soviétique ont vaincu plus de 620 divisions, dont plus de 500 étaient des divisions allemandes. La Chine, en termes de la contribution, 90% de tout ce qui a été fait contre le Japon militariste est la contribution chinoise. La Russie et la Chine ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en battant l'armée du Kwantung. Il y a de la correspondance. Roosevelt a écrit à Staline au milieu de 1942 où il a dit que c'est l'armée russe qui portait le plus gros poids. Churchill a également écrit à Staline que c'était les Russes qui avaient éventré la machine de guerre allemande. C'était l'automne 1944. Une autre chose, Roosevelt n'a pas été vu dans la duplicité, et Winston Churchill, d'après les documents d'archives, il a alors pensé que vous aviez éventré la machine de guerre allemande, mais nous voulons éventrer l'Union soviétique. Il planifiait une opération impensable. Donc l'Occident était forcé de devenir notre allié, pensait pendant longtemps s'il fallait ouvrir un second front ou non, regardait de quel côté penchera la balance, et ensuite on pariait sur le vainqueur. Parallèlement, des attaques contre l'Union soviétique étaient prévues. Les Américains sous Truman et l'Angleterre sous Churchill. Moi, je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais j'aimerais demander, nous avons reçu beaucoup de questions pour vous, messages de nos abonnés qui étaient très actifs. Le message plus courant est « Quand allons-nous enfin nous réconcilier et combien de temps il nous faut ?» Vous avez partiellement répondu à cette question.
mais il y a deux, non trois, questions. L'un d'eux, si la France veut rejoindre les BRICS accepteront-ils la France? Macron a déjà dit quelque part qu'il irait participer aux BRICS. Personne ne l'a appelé. Je ne pense pas qu'il y ait un consensus aux BRICS, ou même si la majorité des membres BRICS seraient heureux de voir la France avec sa position dans l'économie mondiale, dans la politique, dans la finance mondiale. Non, je pense que sa place est dans l'OTAN et dans l'Union européenne, qui aujourd'hui, cependant, est peu différente l'un de l'autre. Et bien sûr dans G7 qui survit. Les 7 ministres des Affaires étrangères récemment réunis au Canada, qui président maintenant dans G7, et ils ont adopté le texte là-bas. Je ne me souviens pas par cœur, mais l'idée c'est que G7 défende fermement les principes du libre marché, les principes de la concurrence équitable, afin que personne ne abuse de leur position dans l'économie mondiale et observe ces principes du libre marché. La raison pour laquelle ils se sont exprimés de manière si solennelle et dans l'ensemble correcte était la situation des terres rares chinoises. La Chine, en réponse aux sanctions unilatérales des États-Unis et de l'Union européenne, a simplement commencé à garder ces métaux terrestres rares sur le marché. Et puis, il y a l'appel « Soyons honnêtes », marchés libres, etc. C'était un aveu parce que si vous regardez les normes et les règles du marché libre, les normes de la mondialisation que l'Occident a offert à chacun comme manifestation optimale de l'interdépendance dans l'économie, comment ils le traitent quand ils ont besoin de punir quelqu'un, que ce soit la Russie, que ce soit l'Iran, que ce soit le Venezuela. C'est pourquoi l'hypocrisie, la duplicité, l'incapacité à négocier et la malhonnêteté, malheureusement, tout cela se manifeste maintenant très clairement dans les actions de nos collègues occidentaux. Le business français pourrait-il revenir sur le marché russe? Question de l'abonné. La majorité d'entreprises françaises continuent à fonctionner. Et ceux qui ont travaillé et sont restés ici, nous n'allons pas bannir ou violer leurs droits. Des gens qui, je pense, se comportent honnêtement. Ils mettent de l'argent ici, ils veulent que cet argent fonctionne. Et ils sont prêts à prendre des risques politiques de la part de leur gouvernement russophobe. Non seulement les Français, mais aussi les Allemands. Il y a des représentants d'autres pays en Europe et dans l'Union européenne. Et même selon nos statistiques, il y a plus d'entreprises qui sont restées que celles qui avaient fui la Russie. Et ceux qui se sont enfuis ont libéré des niches, là ils ont fermé leurs affaires de façon différente. Mais le président a parlé à ce sujet. Il a dit « Ceux qui sont partis, et si cette niche est déjà occupée, alors quand vous voulez revenir, désolé, mais ceux qui vous ont remplacé, ils sont une priorité pour nous. Parce que dans les temps difficiles, ils mettent leurs intérêts commerciaux en premier, et pas la politique. » Au fait, je lis de temps en temps dans les réseaux sociaux, il y a un certain nombre d'entreprises qui enregistrent leur nom ici en Russie. C'est un moment positif. Et la dernière question philosophique, probablement étant donné l'époque dans laquelle nous vivons, avez-vous déjà regretté d'être devenu diplomate? Je n'y ai jamais pensé. La vie a évolué ainsi et le travail est très intéressant. Et je n'ai pas le temps d'y réfléchir à ce que je le regrette ou non. Mais j'aime être en train de réaliser les phénomènes vraiment historiques, les changements que nous voyons sur la scène internationale. Si je réussis, et mon équipe est ici, au bureau central, et dans l'appareil étranger, j'en suis très fier et je voudrais remercier tous mes collègues. Tout au long de cette crise des relations avec l'Occident, je crois que tout notre collectif a fait preuve d'unité. Le vrai basculement n'est pas militaire, il est monétaire.
commercial. Et il touche directement les classes moyennes européennes. Quand l'histoire est réécrite, la guerre devient plus facile à vendre. Parce qu'un peuple sans mémoire est un peuple manipulable. Abonnez-vous pour ne rien rater.